Donc bien, je vais redire bonjour à toutes et tous, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure en introduction. J'ai prévu un programme assez dense, donc je vais essayer de voir comment j'arrive à le compresser, mais je pense qu'il y avait des slides qui sont importants à garder pour la compréhension, parce que c'est des choses qui passent pas mal par l'image aussi, donc si je les enlevais, c'était assez compliqué d'en parler sans les montrer. Et puis donc pour cette présentation, j'avais une envie en fait de coupler en fait deux projets. C'est vrai que le principe de la présentation en 30 minutes, j'aurais voulu parler que d'un seul projet, mais en fait je voulais faire une jonction entre mon travail de dessinateur de caractère dans une version assez expérimentale et mon travail de thèse qui est un work in progress actuel, et de montrer le lien en fait qui unit les deux, qui a une continuité entre les deux. Donc le premier sera un travail de projet graphique et typographique. Il a commencé à peu près en 2014 autour de la manipulation machinique, et j'y reviendrai plus en détail. Et le deuxième, comme je le disais, c'est une partie, en tout cas, de mon projet de thèse qui va être la partie théorique et justement recherche-création, de voir comment je m'empare de cette recherche. Donc ce projet de thèse, d'ailleurs, est co-dirigé par Serge et Alexandra, qui nous a quittés tout à l'heure. Et donc ce qui unit aussi ces deux projets, c'est la notion d'émergence, et qui va beaucoup m'intéresser, moi, en tant que producteur de forme, et de voir vraiment d'arriver à un ancrage vraiment le plus minimum, et de faire remonter en fait cette forme, et de m'inspirer, bien évidemment aussi, de toute la théorie Gestalt, la Gestalt psychologie, théorie de la forme, pour voir comment justement, en termes de perception, ces formes nous arrivent. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup par rapport à cette notion d'émergence, et d'ailleurs par rapport à la forme que vous avez ici sous les yeux, c'est qu'on a vraiment ce rapport d'une forme qui se détache d'un fond. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de perception, on a vraiment l'impression qu'il y a un détachement entre ces deux. Pour reprendre aussi le schéma peircien et de Saussure aussi du signifiant et du signifié, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment d'arriver vraiment au niveau du stimulus de Klinenberg. En fait, c'est vraiment cette notion au moment où vraiment les choses arrivent à notre œil. Et moi, je vais me situer un peu entre les deux et avoir cette manipulation qui va arriver sur le signifiant, d'avoir la maîtrise du signifiant, qui bien évidemment va amener un ou des signifiés à partir d'une seule et même forme. Autre chose par rapport à cette question de lecture, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de multistabilité, qui est aussi un thème cher à la Gestalt théorie, donc cette notion de polysémie. Et je sais qu'avant même de commencer tous ces travaux-là, c'est des choses qui m'intéressaient moi en tant que dessinateur de caractère, et de voir une forme, avant même qu'elle soit injectée dans un mot, de voir qu'elle peut avoir plusieurs intentions. On pourrait imaginer que la première pourrait être à la fois un E ou un 2, ou la deuxième être un 2 ou un L. Je vous ai mis en bas quelques exemples. Je ne dis pas qu'ils sont faciles à lire, mais en tout cas ils le sont. Et je vous montrerai les exemples par rapport au projet suivant, de voir comment justement on peut ajuster ces questions liées à l'émergence d'un signifié par rapport à notre perception. À droite, c'est quoi on a? C'est les chiffres. Pardon? C'est les noms, enfin les chiffres, non, c'est les noms. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a la forme à droite qui est un 2, et ici on a lecture, écrire, et 1, 2, 3, 4, 5. Et justement j'ai inversé pour montrer que ça marche toujours aussi bien sans aucun problème. Donc pour arriver à ce premier projet, je suis arrivé à une envie en fait, de travailler sur la notion de manipulabilité, la notion d'écriture numérique et machinique. Et je suis tombé sur cette citation de ce texte de Bruno Vachillon, et sur justement arrivé à cette question d'assesse du signe, et c'est-à-dire cette question d'assémantisation. Et en fait, la sémantisation, c'est-à-dire qu'une machine, elle prend un signe, elle va l'amener en fait à son niveau le plus minimal, à un courant passe ou ne passe pas. Et donc ça m'intéressait beaucoup en me disant, est-ce que moi en tant que graphiste, je pouvais reproduire cette expérience en tant qu'être humain à travers des signes qu'on a l'habitude de lire. Donc ce qui m'amène à une sorte de problématique un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'en gros, comment reproduire graphiquement cette assesse du signe dont parle Bruno, et comment cacher un texte qui reste lisible par un acte de lecture. Une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'en gros, on a face à nous un texte qu'on peut lire, mais en même temps, à première vue, on aura l'impression qu'il ne l'est pas. Donc, pour commencer ce travail-là, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, la partie documentation arrive en disant quelles sont les ressources que je vais pouvoir avoir et les leviers que je vais pouvoir actionner pour pouvoir commencer en fait ce travail. Bien évidemment, qui dit cacher un texte dit cryptographie, stéganographie, etc. Enfin, tous les systèmes en fait, de l'Antiquité à nos jours en fait, pour cacher un texte. Donc je me rends compte en fait qu'il y a des systèmes intéressants, mais qu'en fait,
en fait, c'est presque en dehors de mon champ d'application. Je m'explique, c'est qu'en gros, à l'heure actuelle, finalement, pour cacher un texte, il faudrait utiliser les mathématiques, ce qui n'est pas mon cas, enfin, je suis pas du tout dans mon champ de création. Et on voit bien aussi que lorsque l'on cache le texte, même sur un système le plus minimal, mono-alphabétique, de changer une lettre pour un autre signe, devient illisible. Donc finalement, je suis obligé de continuer et de passer à un autre registre. Donc là, j'étais dans la relation écriture-lecture. Et je vais passer dans une autre relation qui va être le regarder et le voir, et de m'intéresser maintenant à d'autres systèmes qui permettent de cacher en fait une forme, dans un mode par exemple ici de survie par rapport au monde animal ou militaire, parce que finalement les stratégies sont à peu près les mêmes par rapport à la question de la survie, et de reprendre des systèmes mimétiques, donc qui va être homochromie, homotypique, bathésien, etc., pour comprendre un peu comment les systèmes fonctionnent. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pour l'anecdote, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, suite au régime nazi, en fait, une partie du Bauhaus, et qui s'inspirait beaucoup de la Gestalt théorie, va être réutilisée pour le système par l'armée américaine contre les bombardements japonais, qui ne sont jamais arrivés. Mais en tout cas, ils avaient théorisé, c'est l'image que vous avez en haut à droite, pour comprendre comment dans une masse de formes chaotique, comment quelques formes très géométriques, on arrive quand même à les identifier. Donc ça m'intéressait de voir dans ce rapport comment cacher une forme. Dans cette continuité, ça m'intéressait, mais en fait, ce n'était pas aussi dans le champ dans lequel je voulais appliquer en fait, mon projet, qui était quand même ancré vraiment sur des questions liées au numérique. Et à un moment donné, je commence à regarder justement l'ensemble de ces formes que vous avez sous les yeux, donc qui sont des codes barres, codes à barres, donc qui sont une dimension, deux dimensions. Et je me dis, tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, ces codes-là, en fait, qui s'appellent des symboles, qui s'adressent à la machine. Donc c'est la machine qui va aller lire, je mets des gros guillemets par rapport au mot lire, mais qui va les scanner. Et donc je trouvais ça intéressant. En fait, on va être face à des signes qui ne s'adressent pas à l'humain, mais plutôt à la machine. Donc je me dis, ça va être intéressant parce qu'en fait, on peut avoir ici quelque chose où on va savoir que forcément ce texte-là n'est pas adressé à un être humain. Autre exemple, on a ici en bas à droite ce qu'on appelle un blue screen of death, c'est un moment où il y a un bug total, donc un moment où la machine ne communique plus avec l'être humain, et pareil, on ne s'attend pas à avoir forcément l'information est bloquée. Donc je commence à regarder aussi dans les formes en fait, finalement que vous avez ici qui se trouve en haut à gauche et en bas à gauche également. Et je me rends compte qu'en fait, en mettant en place une forme de méthode, on va dire, de type pareidolique, en gros, je me rends compte qu'en fait, moi, j'arrive à lire des lettres dedans. Donc, vous avez ici entouré en rouge un E, un F et un A qui se détachent. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, on pourrait arriver à, de manière globale et générale, en fait, cette forme n'était pas adressée à un être humain, donc je ne vais pas forcément la regarder, elle ne va pas m'intéresser. D'ailleurs, je ne sais pas qui parmi vous a déjà regardé un QR code ou un code barre, parce que ça n'arrive peu, ou le lit, encore moins. Donc, je me dis, tiens, il y a quelque chose d'assez intéressant et de commencer à regarder, justement, par rapport à cette notion de lettres, qu'on pourrait très bien avoir affiché. Donc ça me permet de renverser un peu le processus, de bousculer les modèles que j'avais en tête et du coup de voir, moi, pas forcément d'abord par dessiner des lettres, mais d'aller en chercher en fait. Et du coup de me bousculer un peu dans ma manière de produire aussi des signes en fait dans tout l'académisme entre guillemets que je pourrais avoir du dessin de caractère. Donc forcément, à ce moment-là, je me dis, il y a quand même une unité minimale qui est un peu régente de tous ces signes. Et c'est un peu le carré, on va dire. Je repars de cette unité minimale en me disant, c'est-à-dire à côté de ça, j'avais commencé à entourer quelques lettres pour me donner une idée, pour reprendre un peu cette esthétique, mais je repars d'une forme minimale et je vais reconstruire en fait à la manière de, pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne et de voir moi en tant que dessinateur de caractère, comment je peux reproduire du sens à partir de juste un carré. On pourrait parler aussi également d'affordance textuelle cachée, en fait, et justement à partir de quel moment en fait, ce texte n'est plus à lire, etc., etc. Alors, de manière finalement formelle, je vais avoir comme ça une forme de grille, c'est de manière assez simple, je commence à expérimenter, de chercher un peu comme dans ce que je vous montrais, c'est-à-dire que c'est des formes qui pourraient avoir potentiellement deux formes de lettres, deux signifiés pour un seul même signifiant. Et je teste un peu les limites, en me disant, c'est vrai qu'en déplaçant ne serait-ce qu'un carré, cette forme ne l'est plus lisible, ou elle prend une autre forme, c'est-à-dire un autre signifié, une autre lettre, etc. Donc je me dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant ici, donc forcément, dans la manière classique pour un dessinateur de caractère, c'est-à-dire qu'une lettre n'existe pas tant qu'elle n'est pas injectée dans un mot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut la tester en fait, directement dans tes mots pour voir un peu comment le système fonctionne. Parce que là, on pourrait dire, c'est intéressant, on est à la limite de l'abstraction, ça pourrait fonctionner. Sauf que, lorsqu'on commence à écrire des mots avec mon système, ça ne marche plus du tout. En fait, on a
on a bien, enfin, en gros c'est bien connu, hein, c'est-à-dire que nous disons pas par lettres, mais de manière logographique, c'est-à-dire qu'on a quand même déjà une sorte de, on a les mots dans une chaîne de graphèmes qui est notre cerveau qui va les reconfigurer. Donc en fait on a les fréquences, les statistiques qui va arriver au niveau de la lecture et qui fait qu'en fait on a vraiment une forme générale qui va émerger avant même ça. Donc je vais devoir encore augmenter mon niveau d'illisibilité pour bloquer en fait ce système-là qu'on a dans nous. Système un peu logographique, c'est d'ailleurs aussi pour ça que le chinois tient aussi bien et qu'on dit toujours que l'alphabet est censé être l'alphabet latin est un système parfait, alors qu'il n'est pas tant que ça, parce qu'il y a quand même cette notion logographique qui est quand même importante d'une reconnaissance d'un mot. Là, c'est quand même lisible. Oui, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, j'ai encore un problème, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que les lettres ne le soient pas, et en fait, c'est bien le cerveau qui impose l'organisation de l'écrit. Et du coup, on a le cerveau lecteur qui donne vie au texte et qui est donc notre lexique mental. Donc je me dis, quels sont les autres leviers que j'ai? Les lettres, je pense que je suis un peu déjà à la limite. Je me dis, en fait, il y a d'autres choses et qu'on connaît un peu, mais en fait, c'est un peu comme... c'est-à-dire qu'en gros, il y a les blancs qui vont tourner autour des lettres. Donc je me dis, il y a l'interlettrage qui va être un autre levier que je vais actionner. Et en fait, on se rend compte que là encore, en fait, le système un peu logographique va encore fonctionner. Ça devient plus difficile, mais ça l'est. Parce que après, j'ai induit un biais, c'est-à-dire que vous l'avez déjà eu le texte. C'est ça. C'est ça. Mais on pourrait l'avoir, c'est-à-dire que stop reading, on pourrait presque le reconfigurer. Et je me dis non, il faut vraiment. C'est-à-dire que là, même si jamais on n'a pas accès au sens, on quand même se rend compte qu'on a du texte. Alors que moi, je vais arriver même encore avant, en disant il n'y a pas de texte. Ou du moins, il n'y a pas de... ça ne reste vraiment pas à l'être humain. Dernier aspect, forcément, c'est l'interlignage. Et là, je me dis ça y est, mon système a fonctionné. C'est-à-dire qu'en gros, on a un texte qui est caché, on ne peut pas le lire, voire même on ne peut pas le lire, mais on ne pense pas même que ça va s'adresser à nous. Donc mon système fonctionne. Et du coup, je vais comme ça après pouvoir m'amuser à cette limite en me disant est-ce que là je ne suis pas d'ailleurs dans un système optimal qui va être aussi de manière un peu globale et contextuelle, c'est-à-dire que j'ai un paragraphe. C'est-à-dire qu'un mot va être lu aussi en fonction d'un autre mot, etc. Donc en termes de linguistique, perception, et du coup je me dis bon, on va pousser le vice un peu jusqu'au bout, même à un niveau d'abstraction, c'est-à-dire revenir presque au cas où il y avait au début, mais dans l'autre sens avec cette matière textuelle et de voir comment je peux jouer avec. Et je crée comme ça une sorte de boîte à outils qui va me permettre de voir un peu les limites aussi de mon système. Donc je vous passe un peu rapidement, c'est pour ça que je vous montrais qu'il y avait quelques images pour voir un peu comment le système fonctionne de manière aussi formelle et d'en faire l'expérience. Et donc ce système a d'abord été testé en 2014, parce qu'il y a une galerie pour qui je travaillais pour faire l'identité qui m'avait invité à produire des œuvres dans la galerie, que j'ai refusé en disant que j'avais pas suffisamment d'œuvres, j'étais pas suffisamment artiste pour exposer dans la galerie. J'ai dit on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que moi en tant que communicant, je vais non communiquer, bloquer la galerie et on ne pourra pas lire le message. Donc l'effet est un peu total. Et ce qui était assez drôle, c'est que le soir du vernissage, plein de personnes avaient leur téléphone et pensaient que c'était un QR code qu'il fallait scanner. Et personne n'avait vu qu'il y avait du texte. À part 2-3 qui disaient mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des lettres. Parce qu'ils voyaient bien que d'ailleurs avec leur smartphone, ça ne marchait pas. Donc voilà, ça c'est un travail qui est en work in progress. Je voulais introduire le travail d'après par celui-là, par rapport à comment reconstituer du sens. Donc il y a des affiches format de go, donc c'est 1m20 par 1m70 aussi, par rapport à la notion de taille aussi m'intéresse beaucoup dans la production. Vous avez ici par exemple à droite, c'est écrit domestication de la connexion. Donc il y a aussi tout un jeu sémantique allitératif aussi qui m'intéresse beaucoup dans la production des textes. Je ne sais pas si j'ai une souris, mais en fait vous avez le texte, vous avez un D-O-M-E-S-T-I-C-A-I-O-N. Je vous donne des petites indications parce que je le dis peut-être un peu vite, mais pour que vous en fassiez l'expérience de cette lecture. Et après vous avez la fiche à gauche où celle-là il y a 4 textes, donc ça devient encore un niveau un peu supérieur pour s'y retrouver. Donc ce que je trouvais intéressant, voilà, c'est-à-dire qu'on est finalement dans un contexte lié à la machine, on a l'impression qu'on est face à un énorme glitch, une sorte de interdit ou de fin de communication avec elle, alors qu'en fait, à un moment donné, notre cerveau va comprendre qu'il y a des lettres, et en faisant l'expérience de lecture, le texte va émerger. Et actuellement, ce projet s'est continué et s'est vu arriver par l'émergence en fait, d'un projet d'une fresque pour la ville de Chaumont. Donc il s'agit d'une fresque qui fait 40 mètres par 3 mètres de haut. Et en gros, c'était une commande publique, hein, donc j'ai pu continuer ce projet sous d'autres formes. Et donc moi, ça m'intéresse aussi de tester la taille physique, en fait, la physicalité qu'on pourrait avoir, comment on transpose notre corps par rapport à ce projet, le recul qu'on est obligé d'avoir d'ailleurs pour lire. Donc là, pour lire le texte, il faut lire dans les espaces blancs. Pas chaque espace blanc, mais un espace blanc sur 2. Ça aurait été trop facile.
Donc le premier commence à gauche, vous avez le réel s'écrit dans le virtuel. Donc après moi il faut aussi que je produise en fait un texte. Donc ça m'intéressait beaucoup ce texte, de me dire voilà qu'est-ce que je pourrais écrire. Donc j'en suis arrivé à ce texte, donc le réel s'écrit dans le virtuel. J'aimais beaucoup parce que cette notion de virtuel, souvent elle est mal utilisée par rapport à la question numérique, il y a une espèce de glissement sémantique, et je trouvais ça intéressant de la réinjecter par rapport à le réel, avec cette potentialité qu'on a dans le virtuel virtuellement. Et je trouvais ça intéressant de l'avoir et d'une fresque et de parler de cette potentialité-là qu'on a. Je vous montre de manière un peu plus frontale l'alphabet. Et bien évidemment les chiffres que j'ai jamais utilisés, mais je voulais voir moi aussi, moi-même, en termes de boîte à outils, voir quelles étaient un peu les limites de mon système et de voir un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez ici en haut donc un A, un B, un C, etc. Ce qui fait aussi que moi je suis obligé de reconfigurer la manière de faire, c'est-à-dire que je vais peut-être commencer par des capitales, mais des fois je vais injecter des minuscules, parce que forcément la lettre ne sera pas identifiable. Si j'avais pris un D minuscule, j'aurais été coincé, on aurait pu croire que c'était un O, etc. Donc je suis obligé des fois de faire un pas de côté, quelques autres exemples. Alors je vous passe assez rapidement, mais voilà le process par rapport au mur, les références formelles aussi qui s'intègrent aussi dans l'espace urbain, hein, parce qu'il y avait aussi une volonté aussi de voir aussi comment ça allait s'intégrer, et les premiers tests aussi de mots pour voir aussi comment le système fonctionne. Voyons que le temps avance, j'essaye de tenir la cadence. Le deuxième projet qui va prendre un peu plus de temps dans l'explication, c'est mon projet de thèse qui s'articule à travers tous les signes graphiques, logographiques, que vous allez retrouver sur vos smartphones ou ordinateurs d'ailleurs, pour communiquer sur les réseaux sociaux et qui va amener une notion de présence. Et donc c'est cette notion-là qui va m'intéresser. Donc c'est, je ne sais pas encore comment vraiment les nommer, les identifier. Pour l'instant j'ai dit pictologogrammes, parce qu'ils vont avoir à la fois des formes logographiques, des formes plutôt pictographiques d'ailleurs par rapport aux emojis, donc c'est encore ce travail-là qui est en devenir. Donc on va avoir en fait ici une manipulation humaine. Donc pour commencer, donc on a ces éléments graphiques qui sont des représentations de notre être au monde, hein, selon Heidegger et notre existence selon Lévinas. Ils donnent l'écriture à des corps non présents, des fragments de perception phénoménologique, à cette image-là, de l'autre. Et donc on va avoir donc qui vont agir sur notre vision ontoperceptive en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris, mais lorsqu'on est face à ces signes, on va se dire tiens, on va sentir en fait cette présence. Et c'est ce qui va m'intéresser, de comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'on va comprendre cette présence à travers ces signes. Donc la question en fait problématique théorique que je vais avoir, c'est en quoi ces nouveaux signes graphiques sont des émergences de présence en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on sent? D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de présence? Est-ce que le mot est encore juste par rapport à ça? C'est un peu ma problématique de comprendre aussi d'ailleurs que ces signes ne sont pas autonomes, hein, je ne vais pas être logocentré, mais de voir par rapport à la question aussi du milieu numérique dans lequel ils vont être plongés, et que ça va avoir une incidence d'ailleurs au niveau du calcul sur ces signes, et donc d'avoir deux cognitions, du moins une seule qui va être celle de la perception, et de voir un peu comment ça fonctionne. Donc je vais avoir un peu sinon deux mondes qui vont être en tension, cognition humaine et sa culture, sémiotique, et d'un milieu numérique et de ces normes qui vont être la question du calcul et de la sémantisation justement. Et finalement, en quoi ces signes sont-ils révélateurs de présence, ce que je disais tout à l'heure? Et ce qui va m'amener à cette question plus paradoxale, c'est qu'un signe de la présence est un signe d'une absence. Un signe est forcément pour quelque chose qui n'existait pas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros c'est le principe de l'arbre. Hein. Pour parler d'un arbre, on ne va pas aller chercher un arbre pour l'amener, c'est plus facile de le dessiner ou d'utiliser le mot arbre ou de le vocaliser avec des phonèmes. Donc justement, c'est un peu ce rapport-là de se dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on dit signe de présence dans une absence. Donc ça va m'intéresser et de comprendre quels sont les concepts en œuvre. Pour commencer, le principe va être de mettre en place un corpus. Donc de dire, bon, je vais faire un choix de plateforme, plutôt que j'ai le smartphone, plutôt que mon ordinateur. Donc je me suis basé sur mon téléphone, mon iPhone. Et donc pendant un mois, comme ça, je vais récolter l'ensemble de ces signes, de voir à peu près comment ils fonctionnent, et de voir à peu près où ils sont répartis. Et on voit bien qu'ici, on a, dont d'ailleurs parlent Camille Alloy et Julien Pierre, pardon. Donc on a bien en sorte de recyclage sémiotique. En fait, en gros, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui va mettre en place, va payer le prix pour tout le monde, et après, l'autre plateforme va voir que ça fonctionne, vont l'implémenter chez eux, etc. etc. C'est le même principe d'ailleurs, pas forcément que pour ces signes-là, hein. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur d'autres pratiques liées
à la vidéo, etc. Voilà. Donc ça m'intéressait aussi. Et en fait, du coup, ça va mettre en place une sorte d'imprégnation cognitive qu'on va voir, parce qu'on les aura déjà vus quelque part, donc finalement, c'est quelque chose qui va plutôt glisser de manière, voilà, se répandre finalement de plateforme en plateforme, ce qu'il va y avoir. Il y a d'autres choses qui vont m'intéresser, mais que je ne vais pas parler ici, mais qui ne vont pas être forcément aussi peut-être dans ma thèse, mais c'est toute la question du capitalisme aussi de l'attention, par rapport à la question de rester au maximum sur ces plateformes. Donc ça fait aussi des leviers pour eux, tout le capitalisme affectif, comme je parlais tout à l'heure avec Camille Alloy et Julien Pierre, justement. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre cette notion de présence par rapport à la question de corporalité. Alors je vais passer assez vite parce que je vois que le temps file. Je vais m'intéresser en me disant, en les répertoriant et de voir sur un schéma, en me disant est-ce que c'est vraiment ce dessin du corps. On voit bien que forcément c'est raté presque au départ par rapport à ça. C'est pas du tout ça en fait qui fonctionne, qui est mis en œuvre. On voit bien que juste un point vert à côté d'un profil, on comprend que la personne est connectée et est là derrière son écran. Donc on sent cette présence. Et donc il y a d'autres rouages qui sont mis en place. Et donc on le voit là par rapport à... Donc là c'est le changement d'état en fait qui va donner vie, entre guillemets, du phénomène et de la perception de présence qu'on va avoir. Donc finalement c'est pas forcément la forme graphique, mais c'est cette notion en fait d'actualisation des signes qu'on va avoir ici. Alors, avant d'aller plus en profondeur par rapport à cette question sémiotique, ontologique aussi que je vais avoir sur ces signes, je passe juste rapidement sur un signe que je trouve intéressant par rapport à l'analyse de cette ouverture de sens qu'on a plutôt au niveau littéraire, comparé à maintenant on a une attente de sens en fait. Et finalement quand on dit point de suspension, je trouvais que c'était intéressant, ce qui reprenait sens en fait par rapport à ces trois petits points qui s'animent. On est vraiment dans un temps suspendu en fait, ce qu'on avait un peu perdu finalement dans le récit. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ces trois petits points qui s'animent, nous aussi, en termes d'imprégnation cognitive, on a toujours ce rappel aussi de ces l'odeur en fait, infinie qu'on a. Donc en fait, c'est pas forcément que les trois petits points du signe qu'on a historique, mais c'est aussi ce l'odeur qui vient se greffer et qu'on a en tête lorsqu'on a ces trois petits points. Du coup, c'est ce qui va se passer lorsqu'on a d'ailleurs ces trois petits points qui continuent de s'éclairer. On va se poser des questions d'ailleurs en disant qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce qu'est-ce qui se passe qui va m'intéresser par la suite. Je passe assez rapidement sur la sorte de début de catégorisation, mais en fait on a une connexion avec un action réelle, donc c'est bien un corps qui va agir en fait derrière, en fait, qui va agir et qui va produire ces signes, produire dans le sens, c'est la machine en fait de manière automatique qui va les produire, et on a bien l'emploi du tu, c'est-à-dire qu'on pourrait dire tu m'écris, tu me lis, tu es connecté, etc., etc. Donc on a bien une projection en fait à travers ces signes d'une présence en fait de l'autre. Et ce qui va m'intéresser, c'est qu'à travers ces signes, en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait les classer de manière iconique ou symbolique, et finalement on va voir qu'ils ont tous une trace en fait de cet indice qu'ils ont. Et donc si on reprenons donc, la typologie que je montrais tout à l'heure, mais cette fois de manière triangulaire de Peirce, ces signes sont des indices d'une action réelle. C'est un peu la fumée et le feu, hein, effectivement, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, à travers ces signes, on sent bien que quelque chose s'est passé, qu'il y a une action en devenir, mais qui est vraiment connectée à la personne. C'est-à-dire que l'émotion qu'on va avoir à la fin d'une phrase sera l'émoji et l'émotion réelle qui s'est passée et qu'il a voulu signifier. Donc le sens ne relève pas d'une description réfutable du monde, mais plutôt d'une monstration, une connexion réelle entre le signe et une personne qui est révélée. Mais le voir de manière sémiotique ne suffit pas, il va falloir le voir de manière ontologique, de manière un peu plus large, pour comprendre le phénomène en fait justement. Et donc on voit bien qu'on a aussi un paradoxe, donc il y a évidemment ce signe qui porte un double référent. On a l'action de référence, j'écris, j'ai lu, un général en fait, et la personne en tant qu'être, une entité unique qui est là. Donc le signe va être porteur des deux, à la fois un peu comme le jeu finalement. C'est un peu ce que décrit Ricoeur finalement quand il parle de paradoxe du jeu et qui finit par une sorte d'aporie de l'ancrage en fait. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est à la fois justement un général et un unique. Et donc c'est un signe qui n'en est plus vraiment un car il prend un autre signifiant qui n'est pas compris en fait dans le signe mais qui est un dispositif qui le transmet. C'est un peu le bruit de la sonnette ou un son qui sort de la porte. La personne n'est pas visible mais on sent bien qu'elle est là. Et donc, pour la composition en fait, de la manifestation de ces signes, on a trois niveaux. On a bien la signification, le signifié. Donc ce signe va dire ça écrit, un signe arbitraire, un signe qui indique en fait que quelqu'un est là, un ailleurs, relation entre la personne qui écrit et le signe motivé cette fois par l'action de l'autre. C'est l'indice sémiotique qui doit nous permettre de mettre en relation ces deux mondes ontologiques, donc tangible et numérique. Et quelque chose qui dépasse en fait ce cadre-là, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation en fait du signe. C'est le signe qui incarne une présence qui se donne à moi et qui manifeste par une autre présence. Je ressens cette présence, d'où le double référent, le signe qui est par sa présence montre la présence de ce qu'il excède et le contient.
C'est un peu ce que disait à un moment donné Bruno en citant l'exemple de la gentillesse qui doit être incarnée par quelqu'un. Et que du coup, c'est à la fois cette personne incarne la gentillesse, comme Serge par exemple, incarne la gentillesse. C'est l'exemple. C'était un exemple, voilà, ou Bruno, et la gentillesse n'est pas comprise dans Serge. Principe du jeu aussi, exactement. Donc on a un signe qui est l'indice qui relève de l'enquête, donc qui indique l'existant, et le signe comme une incarnation qui renvoie à l'attente, l'attention de vigilance, et en épi cette présence. Alors je passe un peu vite parce que je vois que le temps coule, parce que j'aimerais bien vous montrer ma partie création cette fois, mais il fallait quand même passer par cette étape importante de compréhension. Donc ces signes qui incarnent l'autre pour nous synchroniser produisent une confiance en l'indice graphique, créent de nouvelles règles du jeu. Alors ça, je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est vraiment la question aussi du numérique par rapport à cette notion de règles en fait, et qu'on fait avec ces règles, même si on ne le pense pas, c'est bien le numérique en fait, qui dicte les règles, voire même les plateformes économiques, l'industrie, et on devient les constituants de l'autre. Il nous touche, au sens Charles, le nez de le dire, nous avons une dynamique interpersonnelle de croisement perceptif qui va s'effectuer par rapport à ce signe. Ce que aussi, je reviens rapidement aussi, Pépé Cavallari aussi en parle dans sa thèse sur la notion de présence. Et donc la partie recherche-création va être de jouer avec la confiance que nous avons en l'indice graphique. En fait, finalement, lorsqu'on voit ces signes, on a l'impression de voir quelqu'un qui fonctionne. Même si c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ça va être un des leviers que je vais actionner. Et donc on a une perception de l'être, de ses actions, et de mettre à l'épreuve en fait cette notion de présence. Et donc c'est aussi cette notion de synchronisation, de désynchronisation qui va m'intéresser, comme en parlait aussi Bruno, de ce rapport-là qu'on a avec la machine. Et en termes de problématiques, on a comment nous synchronisons-nous avec ces signes graphiques sans la présence d'un agent humain. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, en fait, on n'est pas dans quelque chose où on a une gestuelle humaine. On a juste un signe qui va s'actionner ou pas. Donc en fait, on a un signe tellement minimal qu'en fait, on pourrait très bien couper cet agent humain et l'automatiser et voir un peu ce qui se passe. Mettre en tension donc le niveau de désynchronisation dans une signifiance de présence graphique. Comment ressentons-nous cette présence? Et donc, ce qui va m'intéresser même de manière finalement en termes d'hypothèse, est-ce que finalement, dans un contexte de synchronisation, est-ce que c'est pas la désynchronisation qui va nous permettre d'avoir une présence plus forte? Ce n'est qu'une hypothèse, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réellement testé, mais en tout cas ce que j'aimerais bien tester par rapport à la notion de frustration qu'on pourrait avoir lorsqu'on voit ces trois petits points qui s'illuminent, qui s'éteignent, alors qu'il n'y a pas de texte qui s'affiche, et donc on a une attente qui va être plus forte, donc une présence qu'on va sentir d'ailleurs plus forte. Alors je vais passer assez rapidement, mais je remets en place le même mécanisme que tout à l'heure, c'est-à-dire je repars d'une forme minimale. Ce qui va m'intéresser aussi par rapport à cette forme minimale qu'on carré tout à l'heure, c'est que le rond est déjà présent d'ailleurs dans notre schéma perceptif par rapport à la fois ce rond d'une tête, de l'emoji, ce point qui va s'illuminer pour nous dire présent, ces trois petits points, etc. Donc j'aimais beaucoup cette référence-là. Et de manière plus historique, la ponctuation, le point de ponctuation, et de manière plus ancienne encore par rapport à la notion de pétroglyphe, de rythme aussi, et de notion de présence d'ailleurs d'une trace passée d'un être humain qui est passé par là sur l'écriture plus ancienne. Donc, je trouvais ça intéressant aussi même par rapport à reconfigurer un sens par rapport à cette forme. Et donc, je vais revoir aussi en me disant, bon, j'ai cette forme, je peux juste l'allumer et l'éteindre, hein, on a cette notion de présence qui existe déjà. Et je vais repenser à cette notion aussi d'émotion et voir un peu quelles sont les lignes directrices auxquelles je peux actionner en fait pour voir. Et donc je vais revoir des schémas directifs pour comprendre. Et j'y reviendrai par rapport à ce schéma-là et revoir aussi dans la bande dessinée. Et donc Neil Cohn, en fait, qui est cogniticien et qui est un théoricien du comics, qui regarde aussi par rapport à la notion de l'affixe, c'est-à-dire d'une tête et puis d'un symbole mis au-dessus qui va vraiment donner le sens à ce qu'on a sous les yeux, l'étoile d'impact, les lignes indexicales, la supplétion, et c'est ce qu'on a aussi en linguistique finalement, c'est-à-dire le remplacement total d'une forme par une autre, ce qui permet de comprendre. Et donc là, j'arrive moi à la création d'une sorte de lexique visuel et de repartir de cette forme et en me disant comment je peux la traiter finalement par finalement d'une sorte de direction de torsion de base, d'expansion, de rétrécissement, de double, etc. Et de voir aussi en termes de typologie de forme, plutôt onguleuse, douce, etc., ronde, de taille, etc. Donc ça, c'est plutôt pour la forme en deux dimensions. Il va y avoir aussi une notion de temps, donc de voir aussi en termes d'animation, quels sont les leviers que je peux avoir, en termes d'expansion, déplacement, orientation, vitesse d'animation, lente, etc., etc. Et donc de revoir aussi, de manière
finalement de mettre en place un peu ce que Walt Disney avait mis en place avec ses 12 règles, de voir un peu comment la vie peut reprendre à travers un signe, et essayer de comprendre un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Mais l'idée n'est pas de recréer de la vie, mais de créer de la présence. Alors je vais arriver à un premier lexiquement graphique que je trouve intéressant parce que ces formes sont assez identifiables les unes par rapport aux autres. C'est pour ça que je m'arrête à ça, parce que je pourrais en produire une centaine, voire presque une infinité. Mais je vais m'arrêter à celle-là en me disant, tiens, je commence à avoir quelque chose qui peut me servir, moi, en tant que, justement, graphiste, chercheur, justement, pour voir un peu comment je peux actionner ces leviers. Donc ça va permettre de créer des formes par expérimentation et la catégorisation par la suite. Et on va voir par rapport à la catégorisation que je vais mettre en place. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est que je vais fonctionner comme le signe du hasard. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas illustrer une forme en disant je veux qu'il y ait une telle petite dimension, et après je vais l'illustrer, mais je vais d'abord produire des formes et voir à partir de ces formes qu'est-ce qu'elles peuvent évoquer. Alors, signe du hasard n'a pas fonctionné exactement comme ça, mais le schéma m'intéresse à se dire qu'en gros, ils ont dit qu'il faut qu'une forme ne soit pas reconnaissable ou identifiable parmi d'autres formes, etc. Donc, je trouvais qu'ils inversaient la manière de faire. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, je suis revenu, avant même d'appliquer ces formes, même en termes d'animation, parce qu'on pouvait ressentir, en fait, de manière kinétique, ou du moins de présence de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, bon, ça rame un tout petit peu, mais un battement du cœur, d'une respiration qu'on pourrait avoir, et on pourrait sentir cette présence, d'augmenter juste ce signe de rond. J'installe en fait aussi un contexte, où vous avez juste ce rond, puisque tu parles de présence, ça ne fonctionne pas, sauf que là j'installe un nom. Donc il y a la notion de profil dont parlait Alexandra tout à l'heure. Donc en fait il y a le contexte global, mais minimal là, que j'ai en fait comme dans ma boîte à outils, avec juste un nom, ce signe, et on va comprendre qu'on a un profil qui bouge. Donc on va sentir en fait cette présence. Bien évidemment, il manque encore des choses qui sont encore en devenir. Donc là j'essaie d'activer en fait les signes dans une animation. Alors c'est vrai que ça rame un peu parce que c'est la connexion. Du coup, de voir un peu moins, finalement, ça rame un peu plus en distanciel, de voir comment est-ce que les deux peuvent s'intriquer et d'intriquer l'ensemble de ces formes, animation, forme, et de voir un peu les limites aussi. Est-ce que c'est pas un peu trop, un peu pas assez, du coup j'ai besoin. Et donc, je vais repartir aussi d'une catégorisation des émotions de Russell pour voir aussi, maintenant il faut que je les catégorise en fait ces formes. Si je fais partie des émotions, est-ce que je peux les catégoriser? Est-ce que ça peut fonctionner? Donc je trouvais ça intéressant ce schéma par rapport à désagréable, agréable, activation, désactivation, et de voir un peu comment je peux fonctionner. Donc j'essaye de voir moi dans les dynamiques mises en place, est-ce que je peux retrouver quelque chose qui peut me servir? Et de voir est-ce que par rapport à quelque chose qui est lié à la colère, est-ce qu'on n'a pas plutôt des formes qui vont plutôt, et d'ailleurs on le sent même dans la vocalisation, je n'ai pas montré, mais la partie vocalisation aussi est porteur en fait de ça. Lorsqu'on va s'énerver, on a quelque chose qui va rentrer et s'extérioriser. Lorsqu'on va avoir la joie, ça sort direct, quoi. Donc je me disais, est-ce qu'on n'a pas quelque chose dans un schéma qui peut peut-être, moi, me resservir pour ces formes, la tristesse, de se renfermer, et serein, quelque chose qui est un peu plutôt circulaire. Donc j'essaie de les placer, en fait, finalement, sur ce schéma, et de voir, en termes d'auto-interprétation, est-ce que j'ai pas déjà un schéma directeur. Bien évidemment, ce principe-là me donnerait envie, dans la méthode d'Alexandra, on en parlait tout à l'heure, de le confronter, en fait. C'est-à-dire que je pourrais aussi mettre en place des méthodes, une méthodologie avec des étudiants, par exemple, ou d'autres personnes, pour voir est-ce que ce système fonctionne par rapport en termes de réception, et d'arriver à un premier résultat pour arriver à une suite dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais maintenant c'est de recréer l'ensemble du contexte, d'interaction qu'on va avoir, parce que l'idée principale va être de mettre en place des scènes d'interaction qu'on va avoir avec ces signes et de sentir une présence. Et ce qui va m'intéresser, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément ressentir cette présence, mais c'est en plus sentir cette intensité dans la présence et de voir à quel moment c'est vraiment on va avoir de la frustration, on va avoir de l'attente, etc. Donc c'est un peu l'hypothèse que j'ai essayé de voir tout à l'heure et de voir maintenant comment je peux la mettre en place. Donc je ne sais pas encore la forme, je suis encore en train d'écrire en fait des textes qui vont amener ça, c'est-à-dire reprendre des textes existants aussi, d'amis qui m'écrivent des textos justement. Donc il y a aussi cette notion-là de rester dans le champ lexical, le champ sémantique au fait de cette écriture texto, justement de voir, pas forcément insérer des fautes, mais du moins d'écriture assez brève, sans point, etc. De voir qu'on est face à une sorte de message qui nous est adressé. Et puis peut-être qu'en termes d'interaction, j'imagine des scènes où en fait on pourrait imaginer ce signe qui s'active, on voit bien que la personne est en train d'écrire, mais le texte n'arrive pas, on se retourne, paf, le texte s'annonce. C'est-à-dire qu'au moment où on est prêt à lâcher l'affaire, entre guillemets, on pourrait avoir le message qui s'affiche. Donc on se retourne, on se dit, maman, s'il a écrit au moment où je partais.
Donc jouer sur ces scènes de frustration pour chercher cette intensité qu'on pourrait avoir, etc. Donc ça c'est encore en devenir, c'est encore en travail par rapport à cette notion-là et de scénarisation qui n'est pas encore là. Et puis je pense que je préférais vous présenter cette partie plutôt graphique sans aller plus loin dans la partie scénarisation. J'essaie déjà de tenir le rythme pour ça. Je vous remercie.